On voit et on entend des arbitres toute l'année, mais rarement en dehors des cours. Aujourd'hui, on brise ce silence sur Univers Tennis. Grâce à l'ATP et à l'Open Occitanie, nous avons pu échanger avec Aurélie Tourte, l'une des plus grandes arbitres du tennis. Elle a officié dans les plus grands tournois devant les plus grands joueurs. Alors, on vous propose un moment rare, hors du cadre des matchs, pour découvrir un métier et une voix que l'on n'entend presque jamais. C'est parti. Bonjour Aurélie, merci de nous accueillir aujourd'hui à l'Open Occitanie. La parole d'un arbitre, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui, donc ça nous fait d'autant plus plaisir. Tout d'abord, comment tu vas? Très bien, merci. Ça fait du bien d'être en France aussi pour travailler un peu, de voir un peu des têtes connues avec qui je travaillais auparavant. Donc non, je suis très heureuse d'être ici. Tu parlais de tête connue, justement, tu en es une. Sur le circuit, on te connaît assez bien. Est-ce que tu peux te présenter ton métier? Alors je m'appelle Aurélie Tourte, je suis française, j'ai 42 ans et je suis arbitre professionnel et je travaille pour l'ATP. Tu travailles pour l'ATP depuis combien de temps? Depuis 2019, j'ai commencé avec l'ATP. Avant, j'étais arbitre sur le circuit WTA, donc le circuit féminin. Et oui, depuis 2019, j'ai rejoint l'ATP. Avant justement de devenir arbitre, quelle était ta relation avec le tennis? Est-ce que tu jouais beaucoup? Est-ce que tu étais une grande fan du tennis? Alors oui, je jouais beaucoup, à mon niveau, parce que si j'avais si bien joué que ça, je pense que je ne serais pas devenue arbitre. Mais ouais, je jouais au tennis, je me suis mise au tennis grâce à mon papa qui jouait lui-même. J'ai atteint un petit niveau, j'étais 5-6, c'est pas non plus énorme, mais du coup je jouais effectivement dans mon club. Donc moi je suis licenciée au tennis club de Plaisir dans les Yvelines. Donc je jouais un peu les matchs par équipe aussi et j'étais aussi initiatrice. Donc je donnais quelques cours le week-end dans mon club. Donc voilà, j'avais un lien avec le tennis assez important et voilà, c'est comme ça que je me suis mise un peu au tennis, quoi. Et justement, comment tu es devenue arbitre après ça? Ça a été quoi ton parcours? Alors j'ai jamais pensé à devenir arbitre. À la base, je suis infirmière, je travaillais en tant qu'infirmière. Mais alors quand on passait, je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais quand on passait le diplôme d'initiateur, on passait aussi le niveau A1, qui est le premier niveau national en France d'arbitre. Donc j'avais ce diplôme-là. Et ce qui aide beaucoup les clubs en France aujourd'hui, parce que pour les matchs par équipe, il faut des arbitres. Et donc, comme il n'y en a pas beaucoup, ils se servaient de nous, les initiateurs ou les profs, pour faire les matchs par équipe. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. On m'a demandé d'aider en fait mon club pour faire les matchs par équipe. Donc j'ai commencé comme ça. Il y a, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais il y a plus une bonne vingtaine d'années que j'ai commencé dans mon club pour aider pour les matchs par équipe. Et comment elle s'est fait cette bascule-là entre les matchs par équipe et le circuit professionnel? C'est vrai qu'après, j'y ai plutôt pris goût. J'avais pas mal d'arbitres dans mon club qui étaient juges de ligne sur les challengers. Surtout, il y en avait un qui était en Normandie, il y en avait en Bretagne, et eux partaient sur ces tournois-là. Et donc, ils m'ont proposé de venir avec eux. Donc, j'ai commencé un petit peu comme ça. Et c'est vrai que j'aimais bien cette ambiance, d'être tous ensemble, de pouvoir un peu voyager, d'avoir aussi la possibilité de voir des joueurs que moi je voyais à la télé. J'étais juge de ligne, je commençais, donc c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai eu l'occasion de faire quand même des chaises sur ces tournois-là. Et puis, apparemment, je n'étais pas trop mauvaise, donc on m'a un petit peu encouragée à continuer et à passer les étapes supérieures. Et j'avais la chance aussi, avec mon métier, comme on sait qu'il manque quand même beaucoup d'infirmières, de pouvoir faire ça pas forcément à temps plein, et du coup de prendre des semaines de repos pour pouvoir aller arbitrer. Donc c'est un peu au début comme ça que j'ai fait. J'ai fait un peu les deux, infirmière et arbitre, jusqu'au Covid. Depuis le Covid, c'est vrai que je ne suis pas retournée en tant qu'infirmière. Mais avant, j'essayais quand même de manager les deux et je suis passée progressivement au fil du temps à faire de moins en moins de semaines d'infirmière, mais de plus en plus de semaines d'arbitre. Et tu te souviens de ton premier match sur le circuit en tant qu'arbitre de chaise? Sur le circuit ATP ou sur le circuit en général, ou mon premier match en tant qu'arbitre? Tout circuit confondu. Alors honnêtement non, pas du tout. La seule chose dont je me souviens, c'est d'un match par équipe un matin, parce que c'est à 9h le matin, sur des cours où en général on ne voit pas grand-chose, avec des joueurs qui sont forcément assez bien classés.
Et j'ai fini le match en pleurant. Et j'ai dit plus jamais. Ah ouais. Et voilà, je suis quand même là aujourd'hui. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne ce système avec les différents badges et la signification? Alors au niveau international, on a 4 badges. Donc, badge blanc, badge bronze, badge d'argent et badge d'or. Badge blanc et badge bronze, ce sont les premiers niveaux donc, qui se font ce sont des écoles internationales. Donc badge blanc, donc, qui est le premier niveau, c'est une école qui est à la fois théorique et pratique. Donc les arbitres sont jugés à la fois sur la chaise, sur 1 ou 2 matchs, plus après au niveau théorique avec des QCM, etc. Le badge bronze, c'est encore une école, mais qui est uniquement théorique. C'est-à-dire que les arbitres qui arrivent à faire le badge bronze, ce sont des arbitres qui ont eu des évaluations satisfaisantes et qui, en tout cas, au niveau de la chaise, ont le niveau. Et après, on teste leurs connaissances, mais plus sur des cas vidéo, de parler un petit peu, voilà, s'il se passe ça, qu'est-ce que tu fais, quelle est la règle, d'aller un petit peu plus loin que juste le règlement lui-même, mais qu'est-ce qu'on fait dans des cas un petit peu plus poussés. Et après, le badge d'argent et le badge d'or, ce sont des badges qui s'obtiennent par promotion. Donc en fin d'année, il y a une personne de chaque instance, donc quelqu'un de l'ATP, de la WTA, des grands chelems, de l'ITF qui se réunit. Ils sont tous ensemble et ils regardent, voilà, parmi tous les badges bronze, on regarde toutes leurs évaluations, quels sont ceux qui ont eu les meilleures notes et qui sont éventuellement candidats pour être badge d'argent. Et la même chose pour les badges d'argent, pour passer badge d'or. Et toi, du coup, tu es badge d'or? Aujourd'hui, je suis badge d'or, oui, depuis 2018. Tu sais, il y en a combien à peu près sur le circuit ATP? Alors, dans le monde, on est 30 à peu près, un peu plus, ouais, une bonne trentaine de badges d'or. À l'ATP, aujourd'hui, on est 6 arbitres badge d'or qui sont employés par l'ATP. Et justement, au niveau de cette évaluation dont tu me parlais un petit peu, il faut les arbitres à ton niveau. Comment ça se passe? Comment on est évalué après les matchs? Comment on sait si on a rempli sa mission? Est-ce qu'il y a des débriefings, des points en particulier? Oui, alors nous, on aime plutôt ça appeler du coaching que l'évaluation. Parce que l'idée, c'est toujours de faire progresser l'arbitre, de le faire évoluer. Évaluation, ça fait un peu trop négatif. Donc, on préfère aller toujours dans le positif. Donc, il y a toujours, chaque semaine, en fait, on a des arbitres qui ont des grades inférieurs. Donc, ici, par exemple, on avait 2 badges d'argent. Et donc, toutes les semaines, il y a un planning et savoir quel badge d'or va évaluer quel badge d'argent ou la même chose sur les grades en dessous, sur les badges bronze et badge blanc. Et donc, on les suit sur la semaine, on regarde leur match, on débriefe après le match en disant voilà, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, etc. Et après, nous, on a un fichier en fait où on remplit chaque match avec effectivement ce que l'arbitre a bien fait, ce qu'il aurait pu mieux faire, s'il y a eu éventuellement des erreurs de règles, etc. Et à la fin, ça leur fait une note. Donc forcément, plus la note est haute, plus le match a été bon et l'arbitre a été bon. Quand on est badge d'or comme toi, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Alors, il n'y a rien au-dessus, mais je peux être évalué par soit le superviseur, ou alors on a aussi des évaluateurs indépendants qui sont des fois envoyés sur les tournois, qui sont pour la plupart des anciens badges d'or qui sont maintenant à la retraite, mais qui viennent évaluer et nous faire partager leur expérience, puisque de toute façon, même aujourd'hui en tant que badge d'or, on apprend toujours. Et c'est le principe même de l'arbitre. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et surtout en termes de communication, il y a toujours des choses à faire et des progrès à réaliser. Donc voilà. À propos du quotidien des arbitres, il est un peu similaire à celui des joueurs, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages dans l'année. Ouais. Tu sais combien à peu près tu fais de voyages dans le tournoi dans l'année ou pas? Alors oui, des tournois, j'en fais entre 20 et 20, je fais 20 ou 25 semaines dans l'année à peu près. Et sur toutes ces semaines-là, tu as le temps un petit peu de visiter chaque pays de chaque tournoi que tu fais ou pas du tout? C'est vrai qu'on travaille normalement tous les jours parce que le tournoi, forcément, il n'y a pas de jour de repos. Mais j'essaye, alors surtout avant, au tout début de ma carrière, je faisais en sorte soit d'arriver un peu avant ou de rester après pour essayer de profiter justement de la chance qu'on a de voyager et de visiter les pays. Aujourd'hui, le circuit il est quand même assez similaire, donc je retourne souvent aux mêmes endroits. Donc on va dire que si j'ai une matinée de libre, je vais en profiter pour effectivement aller me promener, aller voir des choses que j'ai jamais vues. Et ce que j'essaye de faire tous les ans, c'est d'avoir au moins un tournoi que j'ai jamais fait, donc pour essayer justement de découvrir un nouvel endroit. Et dans ce cas-là, pareil, j'essaye d'avoir, dès que j'ai un petit peu de temps libre, de visiter les choses essentielles du pays ou de la ville dans laquelle je suis.
Et niveau logistique, c'est organisé comment les arbitres, tout ce qui est transport, logement, repas? En fait, le transport, dès que je sais sur quel tournoi je suis désignée, on a une agence de voyage, donc on va réserver un peu nos vols. Et après, tout ce qui est logement, repas, c'est le tournoi en fait qui nous dit là dans quel hôtel on va rester, comment ça se passe pour les repas, mais tout est pris en charge pour nous, un peu comme les joueurs quelque part. Et une journée type, ça ressemble à quoi pour se mettre en immersion dans le rôle? Alors déjà, moi, il faut savoir que je reçois mes désignations, donc les matchs que je vais faire la veille au soir. Donc à partir du moment où je reçois quel match je vais faire le lendemain, c'est se dire à quelle heure je dois être sur le site. Il faut être là au minimum 1 heure avant le début du match. Donc réserver mon transport, aller sur le site. Après, faire mon match, regarder aussi la personne que j'évalue, quels sont ses matchs aussi. Donc pour planifier un petit peu ma journée et puis voir après s'il y a des choses particulières sur le tournoi au niveau des procédures, etc. Et après, attendre mon match, faire mon match, essayer de voir à quel moment je peux manger. Et une fois que j'ai terminé tout, que ce soit les évaluations ou mes matchs, après j'ai la possibilité de rentrer après ma journée. Il y a un nombre de matchs maximum par jour ou pas du tout? Non, il n'y a pas de nombre de matchs maximum. Après, en général, on en fait 2. Et plus le tournoi avance, moins il y a de matchs. Et après, on se retrouve à un match par jour. Mais après, ça arrive qu'on en fasse 3. Mais on va dire que la moyenne, c'est 2 par jour. Sur une journée, par exemple, qui peut être un peu plus exigeante, où les matchs peuvent être plus exigeants que d'autres, ou plus longs, etc. Comment tu gères ces situations? Ça va être un peu de l'expérience, Ouais. une préparation? C'est beaucoup d'expérience parce qu'à force, on connaît un petit peu les joueurs, on connaît leur routine, on sait comment il faut communiquer avec eux. Donc c'est vrai que quand je reçois mes désignations, je sais quel joueur je vais faire le lendemain et comment je vais aborder le match. Ça va être un peu ça, c'est plutôt la préparation par rapport à l'expérience que j'ai avec ces joueurs-là. Et du coup, c'est comme ça que je vais préparer mon match. Ouais. Sur un match, par exemple, qui peut durer en grand chelem 5 heures, etc. En tant que fan, on se dit toujours comment tu tiens 5 heures sur sans aller aux toilettes, sans boire, etc. C'est un peu compliqué, non? Alors on boit quand même, c'est la concentration en fait. C'est-à-dire qu'on va rester 5 heures, on ne va pas se rendre compte que ça fait 5 heures. Par contre, après, on va finir le match, on va descendre de la chaise et là, oui, on va se dire peut-être que je vais aller aux toilettes, peut-être que là j'ai soif, là j'ai envie de manger. Mais on gère notre match, effectivement, je ne vais pas boire 2 litres d'eau pendant le match. Mais je vais préparer ça en amont, justement, en fonction de la météo, si c'est en intérieur, en extérieur. Mais c'est surtout la concentration qui fait qu'on ne voit pas exactement le temps passer. Est-ce qu'avec du recul, tu arrives à identifier le moment le plus marquant de ta carrière? C'est compliqué. J'espère qu'il n'est pas encore venu. Voilà. Jusqu'ici, est-ce que tu as un match qui serait par exemple, le plus grand match que tu as pu arbitrer? Non, après, il y a forcément des matchs qui sont marquants. Déjà, en tant qu'arbitre française, forcément, de faire la finale de Roland-Garros, ça reste quelque chose d'important. Quand on commence à arbitrer, c'est des rêves d'enfant. Jamais on se dit je vais arbitrer la finale de Roland-Garros, donc ça reste un grand souvenir. Et effectivement, après d'avoir fait la finale des Nitto ATP Finals avec l'ATP, pareil, c'est quelque chose qui est important pour ma carrière et c'est une reconnaissance quelque part de l'ATP, donc c'est quelque chose qui reste marquant, oui. Selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour un ou une arbitre? Voilà, déjà, il y a les choses un peu basiques. Je pense qu'il faut avoir une bonne vue. Bon, maintenant, avec l'arbitrage électronique, on a un peu moins besoin. Mais il faut quand même avoir une bonne vue. Il faut avoir une bonne connaissance des règles, forcément. Et après, on va parler dans des qualités un petit peu plus spécialistes à l'arbitrage. Mais je vais dire forcément la prise de décision, la concentration, la communication. Ça va être des qualités essentielles. Et puis aussi être capable de se remettre en question et de toujours de se remettre en question. Voilà, ça va être ça. Tout à l'heure, tu me parlais du nombre d'arbitres avec des pas différents, etc. Justement, elle est comment cette relation entre chaque arbitre sur le circuit? Ça se passe, c'est bien, c'est une bonne relation parce que déjà c'est souvent des arbitres qu'on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Enfin moi maintenant ça fait plus de 10 ans facile que je suis
sur le circuit, donc on grandit un peu tous ensemble, on évolue, chacun passe des badges différents. Donc non, on ressent pas vraiment la compétition, même si on sait qu'il y en a une, parce que surtout pour ceux qui sont sur les badges inférieurs et qui veulent monter, ils savent très bien qu'entre eux, il y a quelque part une compétition, mais ça reste un esprit sympa sur les tournois, d'être tous ensemble. Ouais. Et du coup, tu as été arbitre sur le circuit WTA. Actuellement, tu es sur le circuit ATP. Oui. Mais tu fais aussi les grands chelems. Oui. C'est quoi un peu cette différence? C'est pas la même organisation? Non, alors c'est pas la même organisation. Les grands chelems, donc il y a des matchs féminins et masculins. En fait, il faut dire que, comme j'ai dit, nous par exemple l'ATP, on est 6 arbitres qui sont employés par l'ATP. Donc rien que nous, on ne peut pas couvrir tous les matchs du circuit ATP. Donc on va faire appel à d'autres arbitres, à des arbitres justement qui sont sur les grands chelems, à des arbitres WTA, et ils viennent renforcer nos équipes chaque semaine. Et c'est pareil pour les grands chelems. Les grands chelems, il y a encore plus de matchs. Eux, je crois qu'ils sont 8 au niveau des grands chelems. Donc forcément, ils ont besoin aussi d'autres arbitres. Donc nous, on postule en fait. Si on est disponible et qu'on a envie d'y aller, on demande à faire ou Roland-Garros, ou Wimbledon, l'Australie ou l'US Open. Et après, on est sélectionné et on fait les matchs. Donc c'est les semaines en plus de mes semaines ATP. Est-ce que tu te souviens des moments un peu difficiles que tu as dû surmonter au tout début de ta carrière d'arbitre? Oui, forcément, quand on commence l'arbitrage, c'est ce que je disais quand j'étais sortie du match un peu en pleurant, c'est que forcément, c'est difficile quand on commence d'avoir les joueurs qui viennent un peu râler sur certaines balles, etc. Donc il faut apprendre un peu à gérer le stress, à gérer cette émotion-là et d'avoir la capacité d'y retourner derrière. Et puis après, c'est aussi la confiance, faire naître la confiance avec les joueurs, avec les coachs, avec tout le monde en fait, d'arriver à créer justement une relation un peu de confiance et qui nous permet après d'être un petit peu plus aussi confiants de nous-mêmes quand on va sur le terrain. 2022, tu deviens la première femme à arbitrer la finale des Nitto ATP Finals, puis au sommet de l'ATP. Ça doit être une fierté pour toi. Oui, forcément, c'est vrai que déjà, je suis la première femme à avoir été employée par l'ATP. Donc forcément, il y a eu beaucoup de premières fois avant. Et avoir justement eu cette opportunité d'arbitrer la finale en 2022, voilà, c'est une reconnaissance un petit peu de mon travail, des superviseurs qui travaillent avec moi qui m'ont fait confiance pour faire ce match. J'ai eu la chance aussi de refaire la finale l'année d'après en 2023. Parce qu'en 2022, je me souviens, sur la photo, tu as un très grand sourire. Il y avait vraiment une grosse fierté. Oui, en plus, c'est vrai qu'on fait jamais, nous, les photos en général avant les matchs avec les joueurs. Et ça, c'est une tradition au Nitto ATP Finals, que l'arbitre fait une petite photo avec les joueurs. Donc, c'est un souvenir qui est sympa. Nous, on a cette photo après qu'on peut ramener chez nous, etc. Donc, c'est vrai que c'est un moment particulier. Déjà, c'était effectivement la première fois pour une femme aussi. Donc, c'est un petit peu mon challenge au niveau de l'ATP aussi, qui était d'ouvrir un petit peu les portes aux femmes et aux arbitres pour arbitrer les hommes. Et je pense qu'on en voit de plus en plus de femmes qui arbitrent les hommes. Donc, c'était un petit peu le Graal de pouvoir faire cette finale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait devenir arbitre comme toi? De croire en ses rêves, d'y aller, que c'est l'arbitrage. Alors forcément, je pense que la plupart des gens qui veulent devenir arbitre sont des passionnés de tennis. Donc forcément, on le dit toujours, l'arbitre a la meilleure place sur le terrain. C'est vrai qu'on vit le match de l'intérieur avec souvent des publics incroyables. Ça fait vivre des émotions qui sont géniales. Mais c'est aussi une très grande école de vie, l'arbitrage, le tennis en lui-même, d'apprendre à voyager, à être loin de sa famille. Voilà, il y a vraiment plein de choses autour qui sont importantes pour sa propre croissance personnelle, en fait. Donc, c'est vraiment une très bonne école de vie. Donc, non, j'encouragerais les arbitres, les jeunes à devenir arbitres s'ils en ont envie. Et de jamais abandonner, par contre. Parce que c'est vrai c'est difficile. Comme tu l'as dit, toi, après ton premier match, tu devais arrêter. Donc, Exactement, c'est difficile, mais avec un petit peu de résilience, on y arrive. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant, on a appris plein de choses. Écoute, je pense que je peux juste te souhaiter la meilleure saison possible et le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci. Merci beaucoup, à la prochaine.